Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal des rédactions de Nîmes et de Montpellier. Dans les titres de ce mercredi 7 septembre, l'inspecteur d'académie campe sur ses positions, nous aussi. 8 familles ont planté leur tente devant le collège Paul Valéry à Sète. Ils protestent contre la suppression d'une classe de 6e. À l'occasion des vendanges, on ira faire un tour au cœur des Costières de Nîmes, dans les vignes du Château Beaubois, un vignoble en passe de produire 100% bio. Et puis pour terminer, trouver un appartement ou une colocation quand on est étudiant fraîchement débarqué à Montpellier, cela relève souvent du parcours du combattant. Pour simplifier les démarches, l'espace logement est ouvert au quorum de Montpellier. On y revient en fin de journal. Des tentes dressées devant le collège Paul Valéry à Sète. Depuis hier soir, 8 familles ont choisi de camper devant l'établissement pour dénoncer la suppression d'une classe de 6e et le manque de souplesse de la carte scolaire. Les explications d'Olivier Roiron. L'inspecteur campe sur ses positions, nous campons aussi. C'est le message de 8 parents d'élèves qui sont installés sur le parvis du collège Paul Valéry de Sète depuis mardi. Fin juin, la fermeture d'une classe de 6e a été décidée dans l'établissement. Du coup, toutes les demandes d'aménagement de la carte scolaire ont été refusées. Des frères et sœurs n'ont pas obtenu leur rapprochement dans ce collège et des élèves ne peuvent pas accéder à des options spécifiques enseignées à Paul Valéry. Pour les 8 familles qui se battent toujours, il existerait pourtant une solution. Ces 8 enfants, le proviseur du collège Paul Valéry accepte de les prendre. Ces enfants, pour l'instant, sont scolarisés provisoirement au collège Victor Hugo. Le proviseur du collège Victor Hugo est d'accord et s'est mis d'accord avec celui du collège Paul Valéry, car lui, ses effectifs sont nombreux et il doit faire face à d'autres inscriptions. Seulement voilà, pour l'inspecteur d'académie, en matière de dérogation, c'est l'équité qui prime. Dans la mesure où la plupart des familles ont fini par renoncer à leur demande d'aménagement, aucun cas particulier ne peut maintenant être accepté. Sur cette, nous avions 60 demandes pour aller soit du collège Victor Hugo, soit du collège Jean Moulin vers le collège Paul Valéry. Ce qui veut dire que nous avons pris la décision que, ayant à l'issue de la fermeture de classe quelques places disponibles, 5 ou 6, nous ne pouvions pas faire le tri parmi ces demandes de rapprochement au type des fratries. Si aujourd'hui je cédais en quelque sorte devant des demandes très individuelles, devant ces 7 ou 8 demandes que certaines familles voudraient, auxquelles elles voudraient que je réponde, ça signifie que les familles qui ont accepté cette règle d'équité, d'une certaine manière, pourraient se sentir flouées. Et le bras de fer devrait continuer entre l'inspecteur d'académie et les parents d'élèves du collège Paul Valéry. Leur campement reste en place. Cette semaine de rentrée scolaire, d'autres parents d'élèves restent mobilisés contre les fermetures de classes, comme au Cress ou à Montaut, dans le nord-est de Montpellier. Dans ces écoles élémentaires, des actions et des blocages sont attendus demain. Port du casque et conformité du pot d'échappement ce matin dès 7h30 devant le lycée Mermoz de Montpellier. La police contrôlait les élèves venus en 2 roues. Une opération de sensibilisation des jeunes conducteurs. Sur 20 lycéens contrôlés, un seul a été verbalisé. Pour la police, il s'agit avant tout d'expliquer aux conducteurs les bons comportements à adopter au guidon d'un scooter ou d'une moto. On écoute le responsable de ce dispositif. On a voulu sensibiliser les jeunes à certaines obligations qui sont indispensables, à savoir un casque qui soit en bon état. Tous les 5 ans, il faut changer le casque. À savoir qu'il faut mettre des bottes. C'est pas parce qu'on est en scooter en 50 qu'on met pas de bottes. On met des bottes, on est un 2 roues. Et à 50 km/h, je peux vous dire que si jamais on doit chuter en tongs ou en petites chaussures, ça fait pas le même effet que si on a des bottes. Il faut également porter un cuir. Il faut vérifier ses pneus. Il y a aussi tout l'équipement matériel, à savoir en rapport avec le 2 roues. Il faut que le pot d'échappement soit conforme. Enfin voilà, donc on a vraiment voulu les sensibiliser au fait qu'ils n'ont pas de carrosserie. Et pour eux, il est primordial de privilégier la sécurité et les équipements conformes. Voilà une opération appelée à se renouveler aux abords des établissements scolaires. Bastien Casals, à nouveau devant la justice, l'instituteur désobéisseur qui avait notamment refusé de remplir les fiches de renseignement des écoliers en 2008, conteste toujours les sanctions qui le frappent. Des retraits de salaire, un blâme et le retrait de sa fonction de directeur. Ce matin, les 6 recours déposés étaient jugés au tribunal administratif de Montpellier. Le rapporteur public a plaidé pour la restitution du poste de directeur, mais pas pour le remboursement des 3 000 € de salaire retenus. On écoute Bastien Casals.
À moitié satisfait parce que j'ai l'impression que je pourrais récupérer la direction de l'école maternelle, ce qui serait un symbole assez fort pour les collègues qui sont impliqués dans le même refus du fichage des enfants par Bazalev et le livret personnel de compétences. Et d'autre part, pour les retraits de salaire, donc évidemment je suis un peu déçu que la décision ne soit pas là en ma faveur, mais je pense qu'il y a moyen, notamment ça peut être nécessaire d'aller jusqu'à la Cour européenne de justice, malheureusement, donc c'est une procédure plus longue, etc. Mais j'ai le temps, j'irai s'il le faut, parce que c'est une question de droit qui est à mon avis très importante pour l'ensemble des fonctionnaires. Dans le cas d'un rejet du recours concernant ce retrait de salaire, l'enseignant ferait donc appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. La décision de justice a été mise en délibéré. L'appel à la grève illimitée à la poste de Lunel-Tivoli ce matin. Ils étaient une dizaine à manifester devant le bureau de poste. L'occasion aussi d'informer les usagers. Les grévistes dénoncent les restructurations incessantes et le non-remplacement des personnels absents, ce qui entraînerait une dégradation de leurs conditions de travail. Les gens attendent 3/4 d'heure, voire 1 heure pour retirer une lettre recommandée ou faire un retrait. Nous, on ouvre le bureau, des fois on est seul ou que 2 dans le bureau. Donc du coup, effectivement, il y a des files d'attente qui sont de plus en plus importantes. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'embaucher, d'avoir un peu plus de monde avec nous. On devrait être 6, on n'est que 4. Donc 4, 3, 2 des fois. Et voilà quoi. Donc moins il y a de monde au guichet, plus il y a de l'attente. Et plus les gens râlent, et plus il y a d'incivilité. Donc c'est un ras-le-bol général entre les clients et nous. 25 millions d'euros d'aide pour la filière fruits et légumes, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire. Un plan d'aide destiné aux producteurs confrontés à d'importantes difficultés financières, en cause notamment la concurrence étrangère et une faible consommation, due notamment à la mauvaise météo. Je rappelle qu'en Languedoc-Roussillon, il y a beaucoup de producteurs de pêche notamment. Le Languedoc-Roussillon, qui est aussi le premier vignoble bio de France dans la région, plus de la moitié de la production est issue de l'agriculture biologique. Illustration au cœur des costières de Nîmes, dans les vignes du Château Beaubois, où des jeunes viticulteurs ont choisi de passer au 100% bio. Un choix écologique qui correspond aussi à une évolution de la demande. Franck Chassagnon. Peu d'activité ce matin dans les vignes. La pluie du week-end dernier a retardé la récolte du raisin. Situé entre Vauvert et Saint-Gilles, le Château Beaubois est en passe de produire un vin 100% bio. Plus qu'un choix stratégique et commercial, produire du vin bio dans la famille Boyer qui cultive la vigne depuis 4 générations est une question d'éthique. C'est un cheminement qui nous semblait normal. On a attaqué il y a une dizaine d'années avec ma sœur. On était un peu sur ce créneau-là et on a voulu continuer ce cheminement sur du bio pour le bien-être de mes employés, du mien et du consommateur. Un choix qui a un coût, 30% de dépenses en plus, même si les collectivités mettent la main à la poche entre 5 et 10% pour soutenir la filière. Pour mener à bien leur entreprise, Fanny et François Boyer ont eu la chance de reprendre il y a 10 ans l'entreprise familiale. Démarrer sans avoir des terres, sans avoir une cave, des vignes qui sont en parfait état de marche devient très compliqué, voire quasi impossible. En tant que jeune agriculteur, on bénéficie aussi d'aide de la part de l'État et de l'Europe, mais ça devient très très dur. On a très peu de jeunes vignerons qui s'installent cette année dans le Gard. On les a comptés presque sur les doigts d'une main, et c'est pas assez pour renouveler la population des viticulteurs. Pourtant, le marché français semble se stabiliser et les vins de la région s'exportent de mieux en mieux. L'année dernière, les prix étaient prometteurs. On a eu des prix, je dirais, rémunérateurs. Je crois que ces prix-là, il faut qu'ils se maintiennent. Alors si on a 10% de récolte de plus et qu'avec les prix de l'an dernier, je crois qu'on arrivera à voir, je dirais, le bout du tunnel. Il faudra encore quelques années quand même pour pouvoir sortir de ces 3-4 ans de crise que nous avons traversés. Ici au château de Beauvois, le cru 2011 est prometteur. Sur les 400 000 bouteilles produites, la moitié devrait arroser les pays étrangers. Si les objectifs de vente sont tenus, la famille Boyer envisage même de s'agrandir. L'appel à l'union lancé par le MEDEF de l'Hérault en vue des élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier prévues en novembre. Après la dissolution au mois d'août de l'Assemblée générale de la CCI présidée par Gabriel Deloncle de la CGPME, André Deljari propose une liste d'unions en vue du prochain scrutin. C'était hier soir sur le plateau des Aléas du Direct. Moi, je fais un appel solennel à la CGPME, à sa responsabilité, pour dire voilà, aujourd'hui, il faut une liste unique pour que les choses soient claires, pour qu'enfin, parce que depuis 4 ans, nous vivons
nous vivons avec des secousses permanentes. Et je pense que le monde patronal, il gagnerait fortement à être unis au travers de la problématique qui se pose au travers de la crise pour qu'on réponde encore mieux à nos chefs d'entreprise et on le fera encore mieux de façon unie. André Deljari qui était interrogé par Pierre-Paul Castelli. A noter que la répartition des sièges proposés par le candidat en cas de liste commune serait de 30% pour le MEDEF, idem pour la CGPME et le mouvement patronal pour le renouveau. Et les derniers 10% reviendraient à d'autres partenaires comme la FADUC. De son côté, la CGPME de l'Hérault annonce que Gabriel Deloncle vient d'être porté à la tête d'une liste. La liste Une CCI pour tous, comprenant des membres de la CGPME, du MEDEF et des entrepreneurs non syndiqués. Gabriel Deloncle qui s'exprimera sur TV Sud demain dans nos éditions. On vous en parlait hier, à Nîmes, le trambus ne fera finalement pas le tour de l'Écusson. Il s'arrêtera aux arènes en attendant les résultats d'une nouvelle enquête publique. Une décision entérinée lundi soir par le maire. Victoire pour les uns, défaite pour les autres. C'est surtout un sentiment de lassitude qui domine autant chez les opposants au projet que chez les commerçants du boulevard concernés. Tour d'horizon avec Nicolas Pinchino. L'annonce de Jean-Paul Fournier concernant l'arrêt des travaux autour de l'Écusson soulève un vent d'inquiétude sur les boulevards nîmois. Beaucoup d'incertitudes autour de ce dossier. Y aura-t-il un nouveau projet, de nouvelles études, une remise en état de la voirie? Quand et combien cela va-t-il coûter? On déplore un énorme gâchis. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir commencé les travaux? Pourquoi avoir demandé d'enlever toutes les devantures des bistrots, les terrasses des bistrots? Il va pouvoir les remettre maintenant, on n'en a pas parlé. Dans ce flou qui entoure ce projet de TCSP, les associations mobilisées contre l'arrachage des arbres attaquent directement le sénateur maire de la ville de Nîmes. Monsieur Fournier a reconnu, je le cite, c'est vrai, je suis peut-être allé un peu vite. J'allais dire, moi ça me fait sourire ce genre de propos. Est-ce qu'un maire peut vraiment dire qu'il est allé trop vite? C'est un bus qui part de nulle part et qui va nulle part, puisqu'il s'arrête aux arènes, après ça il y a une navette gratuite, ça repart après. Donc franchement, est-ce bien raisonnable de continuer ce projet? Pour les commerçants, les propos sont moins tranchés. L'espoir d'obtenir des indemnités les met dans une position de réserve. On a perdu de l'argent, mais on a quand même été indemnisés. Voilà. Ce point-là, on n'est pas déçus, quoi. Moi, finalement, je suis plus dans l'expectative qu'autre chose parce que j'ai pas assez d'informations pour savoir ce qu'on va faire. Ils vont recasser les trottoirs. Combien de temps ça va durer? Voilà. Est-ce qu'ils vont le faire par tranche ou tout d'un coup? Est-ce qu'on va être rebloqué pendant 2 mois pour tout recasser après? Combien de temps? Je sais pas. Une situation aujourd'hui pesante pour la ville de Nîmes. Et en marge de ce dossier, une plainte a été déposée contre certains manifestants. Ils s'étaient enchaînés aux arbres pour empêcher leur abattage. Aujourd'hui, les membres du collectif Arbres ont été convoqués à l'hôtel de police. Ils sont accusés d'entrave à la liberté du travail. Leur témoignage au micro de Nicolas Pinchino. Des entreprises ont jugé de porter plainte sous prétexte qu'il y aurait eu entrave à la liberté du travail. J'ai été émue par l'abattage brutal des arbres. On a gain de cause aujourd'hui, donc c'est très heureux qu'il y ait eu ces résistances. Pourquoi ces entreprises portent plainte contre elles? Elles feraient mieux de porter plainte contre la municipalité qui leur a commandé des travaux qui étaient illégaux, puisque le tribunal administratif a jugé que ces travaux étaient illégaux. Caution élevée, garantie multiple, propriétaires exigeants pour beaucoup d'étudiants. Trouver un logement à Montpellier relève du parcours du combattant. Pour leur simplifier la tâche, l'espace logement est ouvert au Quorum de Montpellier jusqu'à la fin du mois. Antoine Moutot et Alexandre Clabot sont allés y faire un tour. La rentrée universitaire est déjà entamée, mais nombreux sont les étudiants toujours à la recherche d'un logement. À l'espace logement étudiant installé au Quorum de Montpellier, des ordinateurs et des téléphones sont mis à leur disposition pour faciliter leurs recherches. Pas toujours facile de trouver encore son bonheur à cette période de l'année. C'est pour trouver un logement suite au désistement de la première location que j'avais fait. Donc j'avais trouvé un logement au mois de juillet et le désistement s'est fait fin août. Donc en panique et en catastrophe, il faut que je retrouve un autre logement. Pour sa 17e édition, l'espace logement étudiant ne désemplit pas. Ouvert depuis début juillet, le salon accueille encore les jeunes jusqu'au 30 septembre. Après de multiples mails et coups de fil, certains commencent à perdre espoir. Alors concrètement, j'ai beaucoup de mal. Il y a très peu d'annonces et le peu qu'il y a, ils veulent pas spécialement des hommes et c'est des personnes âgées, environ 30 ans, 40 ans. Je rentre pas du tout dans leurs critères, donc il y en a que 2 ou 3 et quand je les appelle, ils répondent pas. Donc
Selon une récente enquête de l'UFC Que Choisir, de nombreuses agences immobilières auraient recours à des pratiques plus ou moins douteuses. Entre honoraires peu visibles et demandes de garanties excessives, les pièges à éviter sont nombreux. Il y a énormément de problèmes de fraude et même des propriétaires qui se permettent de demander 2 mois de caution, un garant. Il y a des choses qui vu qu'il y a énormément de demandes, il y a des problèmes au niveau des propriétaires qui abusent un petit peu. Parmi les différents stands présents sur le salon, une banque propose même des facilités aux étudiants dépourvus de garant et aussi à ceux qui n'ont pas encore d'adresse fixe, condition sine qua non pour l'ouverture d'un compte. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Passez une très belle soirée sur TV Sud.